Дамы и господа, от имени Mesdames et messieurs, au nom du directeur du Centre de Russie pour la science et la culture, Constantin Volkov, nous sommes ravis de vous accueillir à cette rencontre comme consacrée à Eric d'habitude, je Boulatov. tiens à m'adresser à nos spectateurs francophones pour vous signaler que la fonction de l'interprétation simultanée est opérationnelle lors de cette conférence. Vous trouverez des boutons en bas à droite de l'écran en cliquant sur le petit globe qui vous permet de faire la sélection entre les chaînes russes et françaises. Pour vous, la sélection pour la chaîne française est nécessaire. Сегодня гостем Aujourd'hui, notre invité sera l'un des peintres les plus marquants de la deuxième moitié du XXe siècle. Ses travaux, on peut les voir dans les meilleurs musées du monde, en Russie, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Corée. Il s'agit d'Éric Boulatov et je passe la parole à la modératrice de ce projet, spécialiste de la russe en France, Loginova Ludmila. À vous la parole. Добрый вечер. Bonjour, chers amis. Мы Nous находимся nous в trouvons уникальном dans un coin unique de на Paris, старинной dans улице cette rue Гринвича ancienne, Greneta, в dans удивительном cet appartement, обветшалом dans cette квартире maison мастерской légendaire, dans гениального cet atelier художника légendaire de ce Эрика peintre и génial, его Éric жены Platov, et Наташи, de sa femme прежде Natalia. чем Avant спуститься de в его descendre dans мастерскую, son где мы и atelier будем où nous разговаривать, allons parler avec посадил lui, в on va 18 rester веке quelque temps dans Наташу, cet appartement du XVIIIe удивительную вещь, siècle. потому что Voilà Natalia именно qui est эта là. квартира Et c'est для justement того, cet чтобы appartement принимать qui a été гостей, décoré pour мы заверяем, recevoir что не ses только amis. каждый Mais je может vous оказаться assure, качественно tout le monde ne сюда peut pas очень pénétrer сложно. ici. Il est Здесь они difficile читают, de venir ici. отдыхают, Ici, разговаривают, ils lisent, обсуждают ils se новые reposent, ils идеи. Вы parlent, ils посмотрите, discutent с de каким nouvelles вкусом idées. Наташа Regardez ce купила goût и avec подобрала lequel все это. Natacha a Именно acheté, a 17 век, sélectionné tout люстры, cela. C'est le XVIIIe канделябры, siècle. Lustre, посуда, candélabres, камин, vaisselle, настольные cheminée, часы, cette консоли, horloge, ces лампы, consoles, ces lampes, кресла. ces Все fauteuils, это, tout cela, чтобы ça a создать été уютную sélectionné par обстановку Natacha для pour Эрика, créer cette чтобы atmosphère он cosy pour трансформировался Eric, из pour qu'il неторопливого puisse se 18 transformer века et в своих quitter ce siècle cosy сверхидейных ce которые XVIIIe гениально siècle et передают se retrouver таланты. dans И только cet atelier удивительная euh, выставка unique, фарфора, génial. я Il прошу y a вас juste сейчас cette немножко exposition сзади de faïence показать, unique, étonnante que vous сделанная voyez сербскими ici, qui мастерами, a été réalisée подтверждает, par des что здесь artistes живет de великий Sèvres. русский C'est uniquement ça художник qui Эрик nous dit que Булатов. ici habite ce Наташа, peintre Наташа, génial, Éric позвольте Boulatov. на Natalia, секунду, чтобы permettez-moi увидеть полотно, juste de которое montrer тоже cela. сегодня оно висит у Vous вас в voyez столе. cette toile Можно на qui секунду? Просто вы est сядьте. dans la Вот chambre à я эту coucher, картину ce и тоже tableau предвижу. Я unique, всегда так connu, euh, невольно qui оглядываюсь. s'intitule La Выходишь porte est и toujours ouverte. абсолютно Et vous voyez, кристальный vous солнечный sortez белый et свет il y a cette и belle жизнь, жизнь lumière, уникальной женщины, ce beau стоящей в soleil проеме et la vie d'une этой femme уникальной unique двери. qui est И, située dans и l'encadrement de сейчас cette porte. неторопливо Et мы maintenant, nous спускаемся allons по descendre лестнице lentement. туда, вниз, Nous allons в prendre cet мастерскую escalier Керрику. pour nous retrouver dans l'atelier d'Éric. Nous sommes dans l'atelier. Bonjour Natacha, bonjour Eric Vladimirovitch. Regardez comment nous sommes assis derrière nous. Euh, vous avez ce tableau, un des derniers tableaux qui s'intitule Rue Saint-Denis. Cette belle lumière blanche et noire, ce soleil. Et regardez, on a l'impression de faire partie de ce tableau. Quand nous sommes descendus chez vous, dans votre atelier, est-ce que vous ressentez cette poésie de Mayakovsky? Qui est-ce qui marche? Le pied gauche, le pied droit. Et on vous compare souvent à Vladimir Vladimirovitch. Mayakovsky, chez Mayakovsky, il y a le mot, mais derrière ce mot, on perçoit toujours cet espace. Et chez vous, vous avez les mots, l'espace et la lumière. Et vous voyez, votre
tableau gloire au Parti communiste de l'Union soviétique, c'est une sorte de haie qui sépare de la liberté. Que pensez-vous de cette comparaison avec Mayakovsky? Je suis très flatté. Je pense que je suis lié à Mayakovsky à travers l'avant-garde russe. Et Mayakovsky exprime ça par la parole. Et mes mots, ça vient aussi, on peut dire, de l'avant-garde russe de cette époque. Pour moi, il est important, ces mots sont importants, comme chez Mayakovsky, c'est important d'exprimer ces relations spatiales entre différents éléments du tableau. Ces relations spatiales entre ces mots, gloire obcus, et entre le ciel bleu avec des nuages, la relation entre ces éléments. Si on regarde ce lien, on peut dire que c'est une sorte de copie d'une affiche soviétique de propagande. Et ça prouve que ces mots sont liés au ciel. Ils sont marqués sur le ciel. Donc on perçoit ça comme ça. Mais pour que ça ait lieu, pour qu'on puisse voir une unité avec le ciel, il faut que ces lettres soient accolées étroitement au ciel. Et là, il y a une contradiction, parce que si on envisage ce lien entre les mots et le ciel en tant que relation spatiale, il se trouve qu'ils sont assez loin. En fait, les mots sont proches de nous et le ciel bleu est loin de nous. Et donc, le ciel ne peut pas servir de fond à ces lettres. Il vit sa vie et les mots, les lettres vivent la leur. Et donc, les mots ne sont pas liés au ciel. Les mots, les lettres nous empêchent de voir le ciel, masquent le ciel. Et vous vous souvenez, quand ce tableau a été fait, je l'ai fait en 1975. En fait, vous venez de rentrer de Russie, où votre travail Stop Go et une grange en Normandie ont servi de thème pour un projet de street art industriel unique dans la région de Nijni Novgorod, pour une fresque où il y a eu cette performance Rhapsodie de machines. C'est un projet super moderne. On va regarder d'abord et puis je vous poserai quelques questions. Regardons d'abord. Vous voyez, c'est Vixa et il y a quelques détails qu'on peut voir. Il y a eu 6 peintres qui ont travaillé sur ce projet. Ils ont travaillé pendant 20 jours. Ils ont utilisé 400 litres de couleurs, 678 bonbonnes d'aérosol, 4 élévateurs. Et regardez cette poésie de Mayakovsky qui s'intitule « Et vous le pourriez ». D'un coup, j'ai barbouillé la carte du quotidien en faisant gicler la couleur hors du verre. J'ai exposé sur un plat de gélatine les pommettes torves de l'océan.
Voilà cette poésie de Mayakovsky. Mayakovsky, comme s'il savait quel serait cet artiste Boulatov. Alors dites-nous, est-ce que vous avez tout réussi à faire? Et comment est-ce que cette idée est venue? Il y a eu 6 jeunes artistes qui ont agrandi mes tableaux pour qu'ils puissent occuper toute cette grande surface. Parce que la surface est de 119 mètres à l'horizontale et 20 à la verticale. Ça a été agrandi. Il y a eu 6 artistes et vous êtes en train de surveiller le projet, c'est ça? Non, je regarde comment je suis à l'usine, je regarde comment ça se passe. Ça a été passionnant pour moi de regarder cela. Je dois dire qu'au début, quand on m'a fait cette proposition de réaliser ce projet, de faire agrandir mes tableaux, j'ai été frappée. Je me disais, mais comment est-ce que cela va se faire? Qu'est-ce que c'est, Vixa? Et puis, on m'a expliqué. Et ensuite, on m'a expliqué où c'était Vixa, que c'était des usines du temps de Pierre et il y a maintenant des traditions nouvelles, culturelles, qui sont promues par Anatoly Irina Sedik. Ce sont des entrepreneurs sérieux et ils transforment cet espace en un centre culturel. Et ils ont su poser les bases de ces traditions culturelles. Chaque année, il y a un festival qui se tient là, qui s'appelle Ovrag Art. Pourquoi Ovrag? Parce que là où se passe le festival, dans ce parc, donc il y avait des étangs et maintenant il y a des ornières, des ravins. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet hélicoptère qui est là? Il est apparu plus tard. Ah non, non, c'est quand on est venu à Vixa de Moscou. Et combien de temps cela a pris? 1h30. 1h30. Cela vous va très bien d'être devant cet hélicoptère, c'est votre style. Oui, c'était très intéressant de voir ça d'en haut. Et finalement, ça restera, n'est-ce pas, votre idée qui consiste à réunir vos 2 tableaux, Grand Jean Normandie, réalisé en 2011, que vous avez séparé en fait en 2 parties, partie sombre et partie claire, et Stop Go, réalisé en 1975. Cette idée, comment est-elle venue? Est-ce que ça restera comme ça pour toujours? Oh, ça restera comme ça quelque temps au moins, oui. Pourquoi c'est devenu possible de réunir ces 2 tableaux? Parce que dans les 2 cas,
Dans ces tableaux, il y a une sorte de négation mutuelle. C'est assez paradoxal. Stop-go, ce sont deux choses opposées. Et Grange en Normandie, il y a deux images. Vous voyez évidemment la cour, la grange, les fleurs, mais il y a deux images. L'une qui correspond au jour, donc qui est claire, et l'autre qui correspond à la nuit, qui est sombre. Et il y a encore ce contraste, cette négation mutuelle. Mais en même temps, il se trouve que même s'il y a cette négation mutuelle, ces deux images décrivent ensemble cet espace, remplissent cet espace. Et il y a une ligne, vous voyez, qui les sépare, les deux images. Et cette transformation qui s'opère, cette négation mutuelle qui se transforme en coopération, c'est cela qui m'a le plus attiré dans ce travail. Et dites-nous, est-ce que dès maintenant vous pouvez dire à tous les habitants de Vixa qui sont venus à l'inauguration de votre événement, au couple Sédic, à tous ceux qui avaient cru en vous, est-ce que vous pouvez leur dire que cela a eu du succès, votre idée a eu du succès? Quel est votre ressenti? Oui, ça a eu du succès, donc ça a marché, hein, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, ce travail énorme d'agrandissement de mes tableaux, cela a été fait de manière remarquable. Ça a été très bien fait par ces jeunes artistes. Ils ont réalisé un travail formidable. Donc, je n'ai aucun reproche à faire, aucune remarque. S'il y a des remarques, des reproches, il n'y a qu'à moi qu'on peut les faire. Remarquable. Et donc, oui, je pense que ça avait l'air naturel, ça avait l'air bien, et c'était assez éclatant. Natacha, peut-être que tu pourras en dire quelque chose. Vous avez assisté à l'inauguration. Quel est votre ressenti, Natacha? Est-ce qu'il y a eu cet enthousiasme industriel, cette largeur? Oui. Il y a un détail intéressant, c'est que, vous savez, il s'agit de grands ateliers de cette usine métallurgique et en fait, c'est pour la troisième fois qu'il y a une réalisation d'un artiste sur la façade. C'est la troisième fois et le plus intéressant, c'est que au début, les ouvriers étaient assez méfiants par rapport à ça. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est ces peintres modernes, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Mais quand ils ont entendu le nom d'Éric, tout de suite, ça leur a fait plaisir, parce qu'en fait, ils avaient tous grandi avec ces livres d'enfants illustrés par lui. Je vous demande pardon, mais vous savez, moi aussi, j'avais grandi avec vos livres, vos illustrations. J'ai vos livres à la maison, ces livres pour enfants et ces images pour enfants. À l'époque, ils nous entraînaient dans ce monde de contes de fées et on n'avait pas envie de revenir à la réalité. Poursuivez. Et donc c'était agréable parce que ces ouvriers en étaient fiers. Et il faut dire que ces ouvriers nous ont fait une impression étonnante. Et ils ne sont pas nombreux là-bas. Ces ateliers sont énormes, presque vides, et il n'y a pratiquement que des robots. Il y a 2-3 personnes qui gèrent ces robots, et la 4e personne qui gère tout le monde, qui nous a fait visiter l'usine, il nous a frappés par son intelligence. Après, on m'a expliqué que la plupart des ouvriers avaient 2 diplômes d'enseignement supérieur. Ils sont en fait très intelligents et cet intérêt pour l'art, c'était agréable. Et le lendemain, quand on est allé nous promener dans ce parc, là où se passe le festival Ovrag, beaucoup venaient nous voir, nous poser des questions, partager leurs impressions. Donc je pense que cela s'est bien passé. Et est-ce qu'il y a d'autres idées, des idées nouvelles qui sont apparues, d'autres invitations, projets?
Oui, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais on va pas en parler. Bon, on va pas parler d'avenir, hein. Mais c'est remarquable, n'est-ce pas, quand il y a ce genre de transformation, d'idées uniques, d'union d'idées uniques. Alors, on va pas parler de Vixa, on va donc parler d'autre chose. Donc effectivement, ce projet à Vixa est extraordinaire, mais on va revenir à nos peintres. Donc tout d'abord ce grand peintre que nous avons à côté de nous, et on va parler d'autres peintres qui avaient travaillé avant toi et grâce à qui tu avais appris, étudié. Natacha est critique d'art par son métier. Elle vous aide beaucoup. Et donc, je vous pose la question suivante. Comment fonctionne l'image dans l'art pour les futures générations? Moi, je voulais dire à partir du XVe siècle, à partir, par exemple, de Léonard de Vinci. Et comment ça se passe? Comment fonctionne l'image aujourd'hui dans l'art contemporain? Vous voyez, c'est très individuel, notre attitude avec l'image. Les gens, ils se divisent en deux catégories. Ceux qui préfèrent les formes littéraires, eux, ils parlent les lettres et les mots. Et ceux qui préfèrent l'audiovisuel. Et moi, je crois que je n'ai jamais rencontré des gens qui aiment l'audiovisuel. J'ai rencontré des gens pareils qu'en Russie. Et en même temps, je suis étonnée que les gens qui préfèrent l'audiovisuel, ils attirent quand même beaucoup d'attention aux mots et aux lettres. Je crois que il s'agit du développement de ce qui s'est passé dans les années 90 avec le développement de l'art audiovisuel qui avait en sa forme le mot. Et vous voyez ces formes audiovisuelles comme des formes esthétiques, maintenant ils s'effacent. Mais c'est pour ça, en fait, les mots dans l'art, les mots, la lettre, la forme littéraire dans l'art a pris sa place. Mais actuellement, on revient de nouveau à ces formes audiovisuelles. L'art, l'image existait toujours. Vous voyez, sans image, je crois qu'il n'est pas possible d'avoir l'art ou tout type d'art. Le principal, c'est l'image visuelle. Oui, certainement. Le sens, il est important, mais c'est déjà la deuxième étape. Mais ce qui est primordial, c'est l'image visuelle. Moi, j'insiste sur ce fait. Pas à chaque lettre. Et je peux vous assurer que chaque lettre et chaque mot est tout d'abord l'image visuelle et pas le sens. Moi, je souhaiterais vous poser la question sur la lumière. On voit cette lumière qui va derrière le pont et on voit Natalia qui court là en rouge. Est-ce que vous pourriez nous dire la fumée, sfumato de Léonard de Vinci, et puis cette lumière des impressionnistes français, et puis lumière que l'on voit sur votre tableau qui s'appelle un petit pont. On l'adore tous dans l'atelier.
la lumière à Saint-Denis, par exemple, le tableau derrière nous. Est-ce que vous pourrez nous expliquer cette transformation à partir de Léonard de Vinci, les impressionnismes et l'art contemporain? La base est toujours la lumière intérieure et on l'a dans tous les tableaux qui nous donne la joie de vivre. Sinon, la couleur, elle est morte. Tous les peintres, les vrais peintres, je voulais dire, ils l'utilisent. Et ils travaillent toujours avec cette lumière. Chacun à sa manière, certainement. Et moi, j'adore cette lumière, la vue de la fenêtre et la lumière qu'on voit sur ce tableau. Il y a beaucoup de travail avec la lumière, mais celle que j'utilise, c'est ce qui est, à mon avis, à l'origine du monde, à la base du monde, c'est la lumière. C'est celle-là avec laquelle je travaille. Pour moi, c'est l'essentiel dans le tableau. Très bien. Vous croyez, il n'y a pas longtemps, il y avait un film dont le titre est Galerie Tretiakov, avec la participation de Tatiana Pinskaya. Et on a vu sur ce film, tout d'abord, ce film a été projeté à l'ambassade de Russie et vous avez fait une visite guidée dans les salles de musée et vous avez rencontré vos peintures préférées et leurs auteurs. Et est-ce que vous pourriez raconter comment est né ce film où vous faites votre visite guidée? C'est très intéressant. Pourriez-vous nous raconter un peu plus sur le film Ma Galerie Tretiakov? Vous voyez, Tatiana Pinsk, elle joue un rôle important dans ma vie. Dans l'école, je fais mes études Galerie Tretiakov. Notre école, elle se trouvait, vous voyez, dans la rue Lavrouchinsky, juste en face de Galerie Tretiakov. Et c'est pour ça, en fait, comme c'était à 2 pas de mon école, j'ai passé presque tout mon temps à la galerie, pas parfois à l'école. Et moi, j'ai vu toutes les transformations qui se passaient à l'époque, toutes les nouveautés, toutes les expositions. Mon école, si vous voulez, c'est ma vie artistique aussi. Pour moi, la Russe, c'est la galerie Tretiakov. C'est elle qui est une vraie implication et incarnation de l'art russe. Il y a oui, certainement, dans les musées à l'étranger, il y a de très beaux tableaux, mais pour moi, l'art russe, c'est Galerie Tretiakov. Par exemple, cette allée ou un petit pont que nous venons de voir, est-ce que à votre avis, vous, dans vos peintures, vous faites l'écho aux peintres du 19e siècle? Cette lumière, oui, la lumière à l'espace, c'est bien important. Je crois qu'il est tellement important de garder la tradition et d'être lié à la tradition. Nous essayons de ne pas nous séparer des peintres des époques précédentes. Vous voyez sur ce tableau la rue Saint-Denis et on voit cette lumière. Je demande à notre opérateur après pour vous montrer les tableaux d'Eric suivants. Le cours de Moscou, un petit pont. Mais avant ceci, je souhaiterais vous poser la question, est-ce que vous pourriez donner vos peintres préférés? Donc, comme il y a vos peintres préférés de la galerie Tretiakov, comme il y a 2 galeries Tretiakov, l'ancienne et contemporaine, oui, pour moi, bien sûr, c'est l'ancienne galerie Tretiakov. Pour moi,
Ma peinture préférée là-bas, c'est l'apparition du Christ d'Alexandre Ivanov. Et l'autre, mon paysagiste préféré, moi, je préfère des tableaux plutôt de petit format. Mon paysagiste préféré est Isaac Levitan. Et ce ne sont pas des tableaux de grand format qui sont mes préférés, mais ces tableaux de petit format, ils transmettent la sensation qui n'est pas possible de transmettre autrement. Et vous voyez, par exemple, dans la forêt de Bouleau, une fameuse peinture de Levitan, on est absolument dedans. Le public, il est plongé, il s'est plongé dans la peinture. Il vit la sensation qui est là. Moi, je souhaiterais poser la question à Natalia. Pourquoi Eric, il est toujours si élégant? Pourquoi on souhaite toujours s'arrêter devant son tableau? Peu importe pendant la promenade, pendant la session de questions-réponses, peu importe la région, si c'est en Normandie. Natalia, c'est votre mérite, je crois, qu'il est si élégant. Vous voyez, à Veules-les-Roses, Eric, il est actuellement à Veules-les-Roses. Là, il est à l'endroit où c'était un passage russe de peintre très célèbre, Vassili Polenov, Serov et d'autres. Natalia, votre état, est-ce que vous pourriez expliquer votre état, votre attitude envers l'image? Vous voyez, c'est différent. Pour moi, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup lorsque j'ai vu pour la première fois des tableaux d'Eric. Je croyais qu'il est fou. Il dessine n'importe quoi, des choses semi-abstraites. Et puis, elle m'a pris beaucoup de temps pour changer mon attitude, parce que moi, j'aime beaucoup l'art de Serov, de classique, si vous voulez, nos paysagistes classiques du 19e. Mais mon attitude a changé et Eric, il a réussi de manière très naturelle de transmettre cette stylistique d'avant-garde et la unir, si vous voulez, avec la réalité. Ce ne sont pas juste des mots, mais ces mots sont de vrais personnages. Et eux, ils vivent dedans, ils vivent à l'intérieur de ces tableaux. À chaque fois, très souvent, pas à chaque fois, mais très souvent, je m'habitue peu à peu à certaines choses dans ces tableaux, mais il y a des choses qui me restent toujours auxquelles je ne suis pas toujours habituée. Mais je peux vous expliquer. Je ne me suis pas habituée parce que j'ai la peine de comprendre les formes abstraites. Je préfère des formes abstraites. Je préfère quelque chose de plus précis, si vous voulez. Il y a un tableau très connu qui s'appelle un point blanc. C'est juste le fond noir et au centre, il y a un grand point blanc. Juste fond noir, grand point blanc. Si vous voulez, c'est très simple, juste de faire un petit point avec un pinceau sur le fond noir, mais ce n'est pas le cas. Mais à mon avis, je me souviens que en fait, j'en ai assez de cette peinture. Un jour, je suis revenue chez moi et Eric me disait, moi, je terminais mon tableau. Et moi, je lui ai posé la question, c'est quoi? Et j'ai vu ce tableau. Moi, je préfère de toute façon des formes, si vous voulez, plus précises et concrètes. Et si l'art abstrait, il englobe des formes, si vous voulez, plus concrètes, moi, je préfère cette fusion. Quelle est votre réaction sur l'art abstrait et quelle est la base?
Oui, certainement, on peut parler du carré noir de Malevich. Mais c'est très important de comprendre que ce noir, dans le tableau de Casimir Malevich, il a deux sens ambivalents, deux significations ambivalentes. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet noir sur un fond blanc ou c'est un trou noir, si vous voulez, sur un fond blanc. Ce que c'était. Parce qu'un trou et un objet sont des choses, si vous voulez, tout à fait polaires et contradictoires. Parfois, on parle de l'absence d'un objet absolu dans l'infini. Et qu'est-ce que c'était? Dans mon cas, je ne me compare pas à Malevich. Pour moi, le plus important, c'était l'espace noir. C'était juste l'espace noir. Aucun signe d'objet, si vous voulez. Et dedans, il y a un point blanc qui se présente comme une lumière qui va à travers de ce noir. Et c'est la lumière blanche à l'intérieur qui passe à travers ce fond. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce tableau. Pour moi, c'était la forme visuelle que j'ai voulu incarner. Est-ce que vous savez que c'est une réussite ou non? Bah oui, oui, certainement. Et je souhaiterais de nouveau retourner à votre lumière. On commence par ce tableau, la rue Saint-Denis. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière blanche. On espère qu'Eric nous montrera d'autres tableaux avec la lumière blanche. Regardez, qu'est-ce que c'est comme une lumière? Qu'est-ce que c'est une lumière pour vous? C'est quoi? La lumière ou la couleur blanche, la lumière, est à la base, à l'origine de tout. Si vous voulez, il peut avoir deux sens. Ça peut être illuminé. Par exemple, la lumière extérieure. Par exemple, ce tableau, est-ce que c'est la lumière et la couleur blanche ou c'est l'éclairement, luminosité? Moi, j'ai voulu faire cette lumière qui va de l'intérieur, la lumière blanche qui va de l'intérieur. On voit même des parapluies qui sont là, mais la lumière va de là-bas. C'est important dans ce tableau. C'est une vraie lumière. C'est la lumière, si vous voulez, naturelle, la lumière de soi. Sa source est la source de cette lumière est plus importante que la peinture elle-même. Cette source de lumière est plus importante que cet espace. Et l'origine est à la base de tout. Pour moi, ce que vous avez dit, c'est vraiment une découverte. J'adore ce tableau, c'est un des derniers. Et ce que vous avez dit maintenant, ça attire encore plus vers ce travail. Et ici, on a envie de se mettre debout et vous voyez, on a envie d'être la continuation de ce tableau. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Ça rappelle un peu le cinéma et cette belle lumière divine et le ciel de Paris, le ciel français et le ciel d'Orient. Est-ce que c'est la même chose? Et le ciel de Moscou, pardon, c'est la même chose? Non.
Alors regardez ce ciel dans votre tableau. Ici, ça ne joue pas de rôle indépendant. Ici, c'est la lumière. Cette lumière, elle ne vient pas du ciel. C'est lié à l'espace, au temps. Et cette ville qui existe, il y a ces maisons et ces passants qui passent, ils sont comme des ombres. Ils n'ont pas beaucoup de signification, ils vont disparaître. Mais cette lumière, elle est permanente. Et cette permanence de cette lumière de Paris, en fait, voilà ce que j'ai voulu montrer. Paris est une grande ville. Ces maisons ont une mémoire. Voilà, donc en fait, c'est cela que je voulais montrer. Ah, c'est remarquable. On a une question. Mais le ciel de Moscou est différent. Il est éclatant, il est bleu. C'est comme votre tableau gloire Opcus. J'ai une question. Je voudrais lire la question de Tatiana Pinskaya, dont on a parlé. Elle nous a prêté beaucoup de photos qu'on a montrées. Je vais lire la question de Tatiana et puis je demanderai à lui donner la parole après. Eric Vladimirovitch, dites-nous, parlez de l'illustration que vous avez fait pour Vogue, votre tableau espoir, Vogue Russie. En fait, le mot espoir a été proposé en anglais et en russe. Et j'ai dit que si le mot c'était en russe, donc j'allais réaliser ce travail. Donc, et je leur ai dit que j'allais refuser si le mot devait être en deux langues, anglais et russe. En anglais, je me rappelle plus, c'est comment? Ah, c'est hope. Oui, en anglais, c'est hope. Et, et si on Et si on marque ça en deux langues, russe et anglais, hope, ça donne un autre mot en russe, Nora, terrier, donc ça n'allait pas. Donc j'ai dit que j'allais le faire seulement si ça allait être en russe. Voilà. Donc j'ai pris ce travail. Et bien sûr, il y a des nuages, c'était assez compliqué. Mais le mot espoir peut traverser ces nuages, ces obstacles, vers ce ciel bleu, ce beau ciel clair. Donc le ciel, je pense au ciel de Moscou. Je voudrais passer la parole à Tatiana. Est-ce que vous nous entendez? Vous allez prendre la parole, Tatiana? Bon, de toute façon, vous faites partie de notre événement, vous pouvez répondre. Frédérica Skarbek, question suivante. Pendant 30 ans, vous avez illustré des livres pour enfants. Quelles œuvres préférez-vous et pourquoi? Merci beaucoup. Tout d'abord, je préfère mes illustrations pour Andersen, d'Andersen, de Charles Perrault, bien sûr. J'aime beaucoup Cendrillon, Belle au bois dormant,
chaboté. Alors le chaboté, peut-être ça n'a pas été très réussi. Et bien sûr, le chaperon rouge, bien sûr. Et il y a aussi les frères Grimm, bien sûr. On voit que tu as plus lu que nous dans ton enfance. Et j'adore aussi ce livre, Voyage de Niels au pays des oies sauvages. Oui, je pense que nous avons répondu à la question. Vlada demande, quels sont vos tableaux qui sont exposés au Centre Pompidou et au Louvre? Est-ce que nous les verrons? Pour ce qui est de Pompidou, l'exposition permanente a mes deux tableaux, Gloire au Cus et Entrée, pas d'entrée. Et il y a aussi un autre tableau, quand vous avez cette succession d'arbres. Alors, ce tableau est actuellement exposé au 3e niveau. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, oui. Elle est restée pendant quelque temps dans une filiale de Pompidou à Malaga. Et puis là, elle est revenue ici. Oui, et puis il y a eu une exposition personnelle au Centre Pompidou en 1988 et là, 27 tableaux ont été exposés. Et il y a eu une exposition d'artistes russes au Louvre et 2 de mes tableaux étaient exposés, Liberté, et le deuxième, Soir noir et neige blanche. Et là aussi, il y a ce contraste, le blanc, le noir, c'est remarquable. J'ai quand même une question de la part du directeur du centre. Quelle est l'énigme de Mona Lisa pour vous? Quelle est l'énigme du sourire de Mona Lisa? Quel est votre avis? Mais vous savez, ça prendra longtemps de parler de cela. J'ai un article que j'ai écrit sur cela. Je peux adresser nos spectateurs à cet article. Mais essayez d'expliquer en une phrase, comme chez Mayakovsky. Vous savez, tout le monde attend votre réponse, pas en tant que peintre, mais en tant qu'esthète. En fait, ce n'est pas un portrait. Il n'y a rien de personnel là-dedans, pas de caractéristiques particulières. Léonard était assez expressif dans ses portraits. Mais là, c'est pas de la peinture, pas vraiment. Ici, le peintre ne sait pas exprimer. On ne peut même pas dire de quelle couleur sont ses habits, ses cheveux. En fait, c'est composé de tons marron, bleu, vert. Donc, il y a un espace dans ce tableau. Donc, c'est difficile de parler de cela. Ce n'est pas l'énigme de son sourire le problème. Le problème, c'est que ce personnage est mystérieux et il s'anime. Le mystère de cette animation, c'est ça le problème. On s'approche de la limite entre l'art et la vie. Quel mot remarquable! Dans mon article, je commence par dire qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce que ça dit du caractère de cette femme. On ne voit rien, mais on peut dire qu'elle va bientôt sourire. Comment est-ce qu'on peut dire ainsi, parler ainsi d'un tableau? Elle n'est pas vivante. Comment est-ce qu'elle peut bientôt commencer à sourire? Elle n'est pas vivante.
Et pourtant, c'est ça qui vient à l'esprit. Merci. Une autre question. Marina de Paris demande, vous avez dit que vous aimiez Alexandre Ivanov, Lévitan. Qu'est-ce que vous aimez quel peintre moderne russe préférez-vous? Quel artiste moderne russe préférez-vous? Russe ou d'autres peintres mondiaux. Parmi les peintres mondiaux, c'est surtout Kokin. J'aime cet artiste allemand Kiefer et un américain, Etrushin. Eric, j'ai aussi une autre question, mais ne me réprimandez pas pour cette question. Chaque peintre a son style, sa marque, sa technique. Dans l'histoire donc de la peinture, il était de bon ton d'unir les peintres qui travaillaient dans le même style. Par exemple, les itinérants en Russie, les impressionnistes en France, l'avant-garde russe, le fauvisme, le cubisme, beaucoup d'autres styles. Mais en regardant vos tableaux, on ne peut pas vous classer. Votre style est unique. Personne ne travaille dans ce style. Que pourriez-vous dire sur cela? Je ne sais pas. J'essaye d'exprimer ce que ma vie me propose d'exprimer. Et en fait, bien sûr, la vie change, ce que je fais change aussi. Ce n'est pas éclectique, c'est la réaction à différents problèmes qui sont posés par la vie, par ma vie. Et j'essaye de ne pas répéter ce que j'ai déjà fait autrefois. Et à chaque fois, j'essaye de trouver une image de tel ou tel problème que j'ai à un moment donné. Et donc, mes tableaux ne se répètent pas. C'est à chaque fois quelque chose de nouveau. Et les mots sont différents aussi, n'est-ce pas? Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Et vu la réaction de certains peintres jeunes à mes derniers tableaux, je peux dire que, justement, c'est intéressant. Mes tableaux intéressent. Mes tableaux intéressent. J'exprime la conscience, la mentalité des gens modernes, comme je l'ai fait auparavant. Oui, vous êtes remarquable. C'est remarquable ce que vous avez dit. On avait envie d'entendre cela. Alors, Tatiana ne pourra pas poser sa question personnellement, mais elle est très élogieuse sur ce que l'on fait. Merci, Tatiana. Je voudrais lire d'autres questions. Galina de Toula. Eric Vladimirovitch, nous avons eu la possibilité d'admirer vos tableaux au Centre Pompidou et ce qui saute aux yeux, c'est ce contraste visuel et cette antithèse verbale. Qu'est-ce qui a influé sur cette union étonnante de l'image et du mot? Ces illustrations que vous avez faites pour des livres d'enfants, le mal, le bien, élan intérieur, qu'est-ce qui a influé? C'est notre spectatrice permanente. Alors,
Contraste visuel et antithèse verbale. C'est ça qui saute aux yeux dans vos travaux? Oui, c'est ce que j'ai dit sur les contrastes, les opposés. Je pense que les livres pour enfants n'y sont pour rien, les illustrations n'y sont pour rien. Mais c'est la vie qui nous pose ces problèmes, qui pose ces problèmes, comme à l'époque soviétique, quand j'ai fait ces tableaux, pas d'entrée et gloire opus, stop, go. Il y a une ambiguïté, il y avait cette ambiguïté soviétique. On déclarait une chose et la réalité était tout autre. Il y avait cette fausseté et j'ai essayé d'exprimer cela. J'ai essayé de montrer que c'était faux, ce qui était déclaré. Une autre question, mais s'il vous plaît, essayez de le prendre calmement. Je sais que vous n'aimez pas ce qui va être dit. Vous êtes étonnamment moderne et vous êtes venu à temps. Vous ne vous trahissez pas et vous êtes prêt à travailler. Pour nous, il n'y a pas de limite dans le temps. Vous n'avez pas de limite dans le temps, dans la forme, dans l'espace. Ces tableaux créés il y a des dizaines d'années restent d'actualité encore aujourd'hui, même avec cette union des années 2011 et 1975. Et cela souligne votre caractère unique, créatif. Vous êtes reconnu comme un grand peintre de votre vivant. Et vos ventes triomphales de tableaux lors de ventes aux enchères le prouvent. Aucun peintre moderne ne peut se vanter de cela. Et la présence de vos travaux dans différents grands musées russes et étrangers, dans des collections privées. Il y a des collections où on peut voir vos travaux. Est-ce qu'il est possible de rêver de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous aspirez encore? Vous rêvez de quelque chose? Bien sûr. Tout ça s'est bien passé pour moi. Je rêve d'une chose. J'aimerais avoir la possibilité de créer jusqu'à la fin de ma vie. Je pourrais être vivante dans ma vie artistique, mais aussi dans ma vie physique, afin que jusqu'à la fin de ma vie, je resterai comme ça. C'est mon rêve. Anna Zberva de Paris pose la question suivante. Qu'est-ce que, à votre avis, Eric Vladimirovitch définit la réussite ou l'échec d'un peintre? Et pourquoi certains peintres, ils ont la gloire à vie et l'autre uniquement posthume? En quoi consiste ce secret? Il est difficile de vous dire quelque chose à ce sujet. Par exemple, pourquoi Rubens, pendant sa vie, était un peintre de génie? Et Vermeer, il avait besoin de 300 ans afin d'être reconnu mondialement, mais posthume. Et c'était assez souvent que ces peintures en fait appartenaient aux autres, si vous voulez, aux autres peintres, l'auteur, les droits d'auteur. Juste, juste en blitz, pendant 3 minutes, je vous pose juste 3 questions, brièvement. Peut-être Vlada de Paris vous pose la question
suivante. À mon avis, de peinture, donc dans votre fresque peinture murale, avec ça, ces deux peintures, en effet, ils ont reflété votre vie en Russie et en France. Est-ce que c'est vrai? Donc, une grange en Normandie qui a été réalisée en France et Stop and Go qui a été réalisée en Russie, en URSS. Moi, comme moi, je me retrouve actuellement dans votre atelier, je souhaiterais vous poser la question, vous travaillez sur quoi? Quel est votre tableau prochain? Moi, je ne vais pas dévoiler. Je vais pas dévoiler. Et la troisième question, comment vous appréciez l'état de l'art contemporain, l'art, le ballet et la musique? Pour la musique, je ne pourrais pas vous dire. Pour la musique, mon compositeur préféré est Shostakovich. Je réponds à la question posée. Pour le ballet, c'est mon épouse qui pourra donner plus de précision. Mais en tout ce qui concerne l'art, je pourrais vous donner mon opinion. Oui. Je ne peux pas dire quelque chose de bien. Pas certainement, l'art ne mourra pas parce que la personne ne pourrait être vivante sans art. Mais aujourd'hui, on rappelle de moins en moins le temps heureux, si vous voulez, mais que le temps difficile. Et parce que maintenant, on n'a plus de critères de qualité. Et avant, elle existait. Aujourd'hui, le critère de qualité n'a aucune importance. Oui, si vous voulez, Kunst, il était l'un des meilleurs peintres qui n'a jamais pris un crayon entre ses mains, si vous voulez. C'est la seule chose qui est comme critère aujourd'hui, c'est le prix de marché. Mais le prix de marché, je vous assure, il ne peut pas être un vrai critère. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans les situations plutôt falsifiées, si vous voulez. Comme vous avez commencé à parler de la musique, est-ce que la musique, elle vous inspire? Elle vous aide à créer? Oui, en effet. Toute ma vie, j'ai travaillé avec la musique. La musique m'accompagnait. Mais moi, je cherche des compositeurs dont le rythme intérieur coïncide avec le mien, afin que pendant mon travail, lorsque je travaille, je puisse entendre le même rythme qui est à l'intérieur de moi. C'est cette harmonie, Ce n'est pas la qualité de musique que j'entends. Par exemple, je peux vous donner quelques noms du monde de la musique. C'est Shostakovich, Bach aussi. C'est un compositeur unique et exceptionnel. Très précis, très concret. Schubert, il est aussi important pour moi. Beethoven, il était trop héroïque. Et actuellement, avant pour moi, il était trop héroïque, mais maintenant, je commence à comprendre mieux Beethoven aussi. À part le compositeur Bach, il était important de noter Schubert et Marov. Et aussi Carmena Dorana. J'ai bien aimé.
Non, pendant l'époque soviétique, je ne connaissais pas ces noms. Oh, oui, absolument, il n'était pas possible de l'écouter. Mais vous voyez, vous avez suscité un vif intérêt auprès de nos spectateurs. Donc, moi, je reste avec ma musique et je vous pose encore deux questions de la part de nos spectateurs. Detlef Konrad Mejak, il pose la question, quelle pièce de Shostakovich vous préférez? Moi, j'aime bien la symphonie numéro 11. Et Federica, qui a déjà posé la question, elle pose de nouveau cette question. Est-ce que vous avez des peintures inspirées par un chef-d'œuvre musical? Le portrait de Shostakovich, lorsque je fais mes études à l'université, j'ai essayé d'écrire, si vous voulez, pas écrire, mais à mettre en œuvre sur mon tableau sa symphonie numéro 1. J'ai eu beaucoup de croquis, mais je les ai supprimés. C'était la ville, ce n'était pas son portrait, si vous voulez. Il est très difficile de vous expliquer ce que c'était. C'était, si vous voulez, une trace assez compliquée, un peu brusque. Quelque chose est apparu, quelque chose est disparu. Puis j'ai voulu mettre en œuvre le portrait de Shostakovich, mais je n'ai pas réussi. Non, je l'ai détruit aussi. Je l'ai fait, mais je l'ai détruit. Puis, j'ai eu quelques associations directes avec la musique, mais puis, c'est plutôt le seul exemple de Shostakovich. D'autres, je me souviens plus si je voulais mettre sur le tableau quelque chose de musique. Lorsque les étoiles, elles s'allument, on voit bien ça. On a encore deux questions qui sont bien liées. Frédérica, elle continue ses questions. Et sa question qui, parmi les écrivains de la première vague d'émigration blanche, vous appréciez? Moi, j'apprécie Lebedev. Et moi, je pose la question, quelle est votre attitude envers les œuvres de Kabakov? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Kabakov, moi, je pourrais parler uniquement de sa période russe. Lorsque il était en Russie, lorsque nous avons fait nos études ensemble, avec moi, c'est avec un très grand respect, avec un grand amour que je vois Kabakov. Puis nos voix artistiques se séparaient. Ce qu'il fait actuellement, ça ne m'est pas proche. Donc, je ne vais pas juger. Est-ce que vous regardez de nouveau les tableaux, vos anciens tableaux? Oui, je regarde de temps en temps les tableaux que j'ai fait à l'époque. Mais pourquoi? De raisons différentes. Parfois, je vois des erreurs que j'ai faites. Vous vous souvenez de quelque chose? Oui, en fait, si vous voulez, pour moi, c'était une erreur. Pourquoi je fais ça? Mais il fallait faire autrement. Il y a une pièce où le dragon il y a une pièce avec le dragon qui a été battu, mais puis il réfléchissait, mais moi c'était ma faute, il aurait fallu que je batte avec mon pied gauche, et moi je fais avec mon pied droit. Pour moi c'est pareil si vous voulez.
Mais moi, je regarde ces tableaux, si vous voulez, comme ma vie. C'est pour ça, dans notre appartement, il n'y a pas, d'anciens tableaux, de ces anciens tableaux dans notre appartement. Sinon, elle va les regarder à chaque fois et trouver des choses incorrectes. Et moi, je tiens à vous féliciter de votre goût. Natacha, je souhaiterais te poser la question. Une question traditionnelle. Est-ce qu'il est facile d'être l'épouse d'un génie? Chaque génie, c'est une personnalité. Et chaque épouse d'un génie, si vous voulez, est aussi une personnalité. Donc là, ça dépend du cas. Pour nous, c'est la vie qui était bonne, si vous voulez, malgré parfois nos opinions différentes sur telle ou telle question, mais notre attitude envers l'art, nos attitudes envers l'art est quand même plutôt pareille. Et c'est qui écoute qui? C'est Eric qui vous écoute, c'est vous qui écoutez Eric? Ben non, certainement, j'espère que c'est lui qui m'écoute. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notre entretien a suscité vraiment un très vif intérêt. Encore quelques questions avant de clôturer notre rencontre. Qu'est-ce que vous sentez si en fait vos tableaux ou vos peintures en fait apparaissent sur les souvenirs, si vous voulez, les cadeaux, sur les t-shirts, sur quelque chose? Oui, oui, mais après, ce produit de souvenirs peut vivre, pour moi, c'est normal. Et est-ce que vous avez un rite? Olga Vladimirovna pose la question, est-ce que vous avez un rite, une coutume avec laquelle vous commencez à travailler? Vous venez comment vers votre toile? Vous commencez comment? Peut-être une petite tasse de café? Et la toute dernière question. On a parlé du café tout à l'heure. Eric Vladimirovitch, il aime le café comme un petit restaurant et un café comme un boisson. Pour vous, c'est quoi? Si je parle d'un petit café, d'un petit resto, j'adore le café au jardin de Tuileries. Boulevard. Vous voyez sur le boulevard, c'est sur le tableau d'Edouard Manet. J'adore ce tableau et j'adore ce petit café. J'aime regarder les gens passer. Et l'autre café, Natacha, tu te souviens? Ce n'est pas loin de chez nous. Là où il y a un monument au Louis XIV. Et nous aimons bien une petite brasserie à côté de la Comédie Française. Oui, on change nos endroits. Chers admirateurs et admiratrices, n'essayez pas de comprendre où vous pouvez rencontrer la famille Bolatov, parce que nous aimons tous Paris. Natalia, Eric Vladimirovitch, je vous en remercie beaucoup. Cette rencontre exceptionnelle, juste, je tiens à vous souhaiter une vraie joie et de belles sensations de votre vie. Moi, je vais continuer ma conversation chez la famille Bolatov avec un petit café, mais je promets à tous nos spectateurs que nous allons continuer cette série de rencontres avec Eric Bolatov, un interlocuteur exceptionnel, prochainement. Je vous remercie beaucoup.
de ceci. Je tiens à remercier aussi des interprètes qui ont bien travaillé pendant cette rencontre. Et je tiens à remercier notre administrateur, notre spécialiste technique, Vladimir Sekletov, grâce à qui nous avons réussi à voir tous les tableaux que vous avez voulu partager. Et finalement, je remercie Madame Loginova, l'auteur et la modératrice de notre soirée. J'ai eu de la chance. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.